veut dire quoi? Accepter qu'on n'est pas parfait. Ça veut dire s'aimer. Aimer l'autre. Ça veut dire aimer la complémentarité. On n'a pas à couvrir tout le puzzle. On a chacun un point d'appui. On est un point d'appui. Il y avait un grec qui disait à propos de la bascule, je pense, de donnez-moi un point d'appui, puis je vais soulever le monde. On a toute cette puissance sur un point. J'aime penser qu'on est un à côté de l'autre, jamais superposé, jamais à partager. Le droit d'être au milieu du monde, d'être le centre du monde, c'est le droit de chacun. Et c'est la fonction de chacun. C'est un genre de métaphore, puis elle est spatiale. Mais en fait, elle parle du mental. Un mental, c'est un retour à la maison de l'ensemble des formes qui ont été créées durant l'astralisation. Astral servait d'entrepôt et de utilisation. C'était un usage parasitaire qui faisait l'astral, des formes. Formes créées par l'homme. Créées par l'homme. Mais l'astral s'arrangeait à ce que le Créateur s'attache aux formes qu'il avait créées. Ça a constitué un entrepôt absolument inimaginable en profondeur, en largeur, puis en hauteur. Puis le mental va ramener tout ça à la maison. À la maison, ça veut dire en dehors de l'emprise astrale, qui était une espèce d'abîme, de faille nécessaire pour créer cet entrepôt. Tout était statique, un peu comme dans un congélateur. Les choses bougent pas beaucoup dans un congélateur.
Puis le mental, lui, c'est comme le frigidaire, le réfrigérateur où on se sert pour préparer les repas. En fait, ça, c'est le supramental, c'est le sas de transition. Ensuite, tu as la table à manger, qui est un sas de transition. Ensuite, tu as le système digestif, qui est un sas de transition. Il y a beaucoup de mouvements qui, pour l'instant, ont une intention, une direction, qui est la fusion. Donc, qui est vraiment l'arrivée de l'homme à plein pied dans le mental. Sa sortie de l'intellect, qui est le parloir, le parloir où on se faisait embobiner par l'astral. Alors on sort de cet embobinement, on se désembobine. Là, j'essaye de retrouver le fil en parlant de bobine. Mais tant pis. En fait, je sais qu'au départ, j'ai voulu faire un YouTube pour parler du vide, un peu comme l'astronaute qui se voit soudain, quand il fait une sortie de la navette, libéré de la gravité habituelle, qui est reproduite artificiellement dans la navette. C'est un peu ça qui se passe. L'astral est reproduit artificiellement. C'est un des possibles. C'est en alternance avec peut-être des interactions qui sont plus le fait de l'astral. Mais il y a, ce que je veux dire, c'est un peu comme sur la Terre, il y a la gravité. L'astronaute rentre dans la navette, là la gravité est reproduite par artifice. Et ensuite, si l'astronaute sort de la navette, là, il découvre c'est quoi cette absence de gravité qui devrait avoir lieu dans la navette, mais qui est cachée par une gravité artificielle. Et l'homme qui prend un recul en conscience, donc s'éloigne de la gravité de l'astral dans une navette qui est ce que moi j'appelle le supramental, parce que pour moi, supramental, c'est la transition entre le mental inférieur et le plan mental. Donc, une fois dans la navette, l'homme qui prend son recul avec l'astral, il vit quand même de l'astral parce que l'astral, la gravité de l'astral est reproduite artificiellement dans la navette dans laquelle il se trouve quand il s'éloigne de l'astral. Donc, il se demande s'il s'éloigne de l'astral ou si au contraire, il n'est pas plus que jamais aux prises avec l'astral. Ça, c'est une hypothèse qui me joue dans la tête depuis longtemps.
idée de l'artificialisation de l'astral. Est-ce qu'elle vient à nos sens, à l'ego, quoi, en alternance avec une interaction plus qui est plus le fait de l'astral? C'est un peu comme si dans la navette, de temps en temps, le champ de la Terre, le champ d'attraction de la Terre pouvait de temps en temps s'exercer dans la navette qui pourtant lui a échappé. Alors, bon, c'est des questions intellectuelles pour l'instant, mais ça commence toujours comme ça pour moi. Puis même, ça peut mijoter longtemps parce que cette idée-là, elle mijote depuis extrêmement longtemps. Et ça sert à quoi de dire ça? Je le sais pas. Ça, c'est peut-être justement le fait de l'astral. Comment discerner? Si c'est vrai qu'il y a en alternance une artificialisation de l'astral puis le fait de l'astral, je suis pas en mesure de discerner alors. Mais peut-être que ça existe, puis peut-être que je vais devenir en mesure de le discerner. Puis peut-être que c'est vrai juste pour moi. Je ne vais pas me démarquer des autres plus que n'importe qui peut se démarquer de tout le monde. Ça revient à ce que je disais au début, que chacun est un point. Chacun sera le levier qui soulèvera l'astral. Chacun devient spécialiste de son point. C'est comme si d'être un point exposé à l'astral, on avait pour fonction de subir un contrat spécifique. Et donc un contrat avec l'astral, comme on dit, un contrat avec le diable, avec Lucifer. Pas un contrat avec les instances les plus parasitaires, là, mais Lucifer. Qui est une espèce de savant fou. Évidemment, c'est pas quelqu'un, parce que c'est pas des quelqu'un. À ce niveau-là, c'est pas des quelqu'un. Je sais pas c'est quoi. C'est pas anthropomorphique en tout cas. Ils n'ont pas besoin d'être anthropomorphiques. C'est des genres d'étoiles. Qui rayonnent. C'est juste la volonté. C'est juste des intentions. Les autres, ils ont le système digestif, le contraire des vaches. Pas que ça dure une éternité, leur digestion. C'est instantané. Alors ils captent un contexte global et puis la volonté vient en même temps. Et la puissance. Mais là, je rêve en couleur. C'est des rêves très colorés, justement. C'est pas que je rêve en couleur dans le sens que il y a une espèce de fuite. C'est un rêve en couleur dans le sens d'un attrait pour une beauté.
Évidemment, cette beauté-là, elle est extrêmement astralisée. Elle est vraiment pas inhérente à ma nécessité. Donc, c'est un peu une fuite. Mais ce matin, j'étais en fuite parce que j'étais dans le vide. C'est quelque chose, vivre le vide, quand il n'y a plus personne d'important, même la personne la plus importante. Il y a soudain une espèce d'indépendance dans le vide qui est difficile à supporter. C'est là que je me suis rendu compte que ce que je prends pour de la dépendance, c'est une façon de m'éviter de vivre le vide. Alors, j'en suis à mes tout débuts. Dans l'indépendance qui se retrouve là comme forte impression quand soudain le mental devient vide. Puis en même temps, cette indépendance qui est une indépendance surtout et avant tout envers le double, autrement dit, envers les aléas, les hauts et les bas, les hauts et les bas, les surprises, ce qui est prévu, quoi, les états d'âme qui s'en viennent, là, dus à l'alimentation, à l'astrologie, aux états d'âme auxquels j'ai consenti, aux transmutations du corps physique. Tout ça, ça fait que les journées sont pleines d'imprévus. Et en fait, c'est ça qui constitue les imprévus, c'est pas les causes, c'est pas les causes, c'est ça qui sont les éléments inscrits dans cette chaîne, j'allais dire de cause à effet, mais c'est bien plus intelligent que de cause à effet. Parce que la logique maintenant est toute inversée. Et donc, j'étais en train de dire que l'indépendance puis le vide qui commence dans ma vie, ça me rend indépendante vis-à-vis du double, autrement dit, de toute cette programmation-là qui est inversée. Parce que dans ce vide, puis quand je dis vide, le vide n'existe pas. C'est un vide dans le sens que c'est tout d'un coup une désastralisation totale. Je l'ai vécu tantôt, elle était totale. Évidemment, c'était un avant-goût, c'était un avant-goût pour y goûter, comme pour une dégustation. La vie fait ça. La programmation insère des avant-goûts de la suite lointaine. Le contraire d'un déjà vu. Et je m'aperçois que le temps a dû filer, mais je continue. Donc, c'était un avant-goût tantôt, cette indépendance totale qui était autant vis-à-vis les êtres humains qui me manquent, on va dire, qui me manquent dans le sens
que j'aime, avec qui j'aime me retrouver, que je pourrais nommer. La liste n'est pas longue. Et puis, eux, ils ne m'aiment pas nécessairement. C'est ça qui est drôle. Puis, il y en a qui m'aiment et que j'aime. Donc, il y avait cette indépendance tantôt pour décrire ce qui s'est passé avant le YouTube. Et il y avait cette indépendance vis-à-vis le double, c'est-à-dire vis-à-vis ma programmation à venir. Autrement dit, pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude et en même temps, pas besoin de me faire des portraits du moron-ciel. Comme ça arrive des fois, là, que c'est une espèce de sport de prédilection, là, une espèce de hobby de luxe pour les jours, pour certains jours. Mais ça arrive plus parce que j'ai bien vu à travers comment que c'était tellement piégeant, parce que je le crois, puis ça s'installe. Tu sais, c'est des comment on dit ça, des gens qui font de la science-fiction de dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Bon. Puis, donc, cette indépendance face au double, face à la programmation, me permet de ne pas m'inquiéter et me permet de pas faire le contraire, pas colorer l'avenir, rêver. Et ça, c'est un moment absolument extraordinaire parce que au même moment, quand je suis dans cette désastralisation totale, ce vide, ce qui n'est pas un vide, hein, c'est juste un vide par rapport à l'astralisation habituelle, quand je suis dans ce moment-là, je suis hyper sensible. Donc, tout se présente à mon mental, mais sans intérêt. Et dans ce tout, il y a l'amour que j'ai pour mon conjoint, qui là est parti dans un voyage. Et il y a avec ça une évocation d'inquiétude, parce que je l'aime tellement à ce moment-là. Et en même temps, tu sais, inquiétude pour raison de la même sensibilité, parce que la sensibilité qui vient du fait du vide, parce que là où l'astral disparaît, la sensibilité augmente. Maintenant, la sensibilité peut réinviter l'astral dans le vide. Et là, ça devient de la sensibilité qui coexiste avec de l'hypersensibilité. On retombe dans l'astral. C'est là que l'astral récupère encore une fois ce qu'on vit. Et donc, tantôt, cette récupération de l'astral, c'est le fait que dans le vide, tout m'était évoqué dans une grande sensibilité au niveau de la réception, une sensibilité d'un ordre nouveau, inimaginé avant. Dans cette grande sensibilité, tout m'était évoqué, toutes les personnes que j'aime, ok, même ma mère qui est morte, et donc, mais de façon extrêmement volatile, sans aucun attachement. Il n'y en avait pas tant que ça, là. Bon, ok. Et avec ça, évocation d'inquiétude en ce qui concerne mon chum. Et tout ça sans m'y attacher. C'est vraiment juste des points. C'est ça la différence entre un point et une ligne. L'astral, au niveau parasitaire, parce que l'astral, il y a différents... Il y a le nébuloïque. Pour moi, en tout cas, j'en parlerai peut-être une autre fois, mais pour moi, il y a Lucifer, le nébuloïque.
Puis il y a le système solaire qui est satanique. Puis il y a l'arimanien aussi. Je comprends pas. Je comprends pas. Mais je comprends un petit peu Lucifer. En contraste, je comprends un petit peu la différence entre Lucifer et Satan, qui sont pas des personnages, qui sont des vibrations. En tout cas, je parle comme si je savais de quoi je parle. Et la différence entre les deux, c'est que Lucifer, c'est un point. Pour moi, c'est un point. C'est pas un point. Lucifer, c'est un temps. OK? Un temps que je vis point par point. Tandis que Satan, c'est qu'il profite de cette belle onde luciférienne, qui est belle dans le sens qui est bien réussie, qui est bien cohérente, évidemment qui est dominatrice parce qu'elle est artificielle. Mais donc, c'est une création pour le projet homme. Et de cette belle courbe, il y a Satan qui fait que l'homme s'attache à chaque point de la courbe. Donc, la courbe n'est plus une belle courbe, elle est bourrée, le point est maximisé, là, est toujours encore amplifié d'effilochage, de cordes, d'attachement. Puis ça crée un champ magnétique, ça, là, quand je parlais de la gravité terrestre, on est vraiment piégé, là. L'onde luciférienne devient ce qui permet le champ magnétique des parasites qu'on sait qui nous ont complètement via les morts, via la mémoire, tu vois, via les morts. Donc, une autre sorte de domination vraiment plus intrusive que d'avoir tout simplement créé un temps artificiel. Alors, je fais la distinction, à tort ou à raison. Et donc, le vide restait quand même luciférien, même s'il n'était plus satanique. Et ça m'a fait goûter justement au luciférien où tout est des points. Je suis un point. Les autres, pour moi, sont des points. Évidemment, pour eux, ils sont le centre du monde, comme moi. Mais là, je les voyais comme des points aussi. Au lieu de les voir comme des cordes, des lignes. Les lignes de champ gravitationnel. Et ça, ce moment privilégié où tout le monde était des points, je l'ai vécu depuis une sensibilité extrême. Et ça prenait un centre de gravité extrême pour pas que ces points d'attachement, ces amis-là, deviennent des... tu sais, quelque chose de romantique, de romantisé, comme l'inquiétude pour mon chum qui est en voyage. Une polarisation, quoi. La polarisation était à la base du projet luciférien, parce que c'était une matière polarisée, l'espace-temps. Le luciférien était une matière polarisée. Mais d'abord, le mental n'était pas descendu. Le mental est descendu, l'ego a existé, l'âme a été individualisée. Comme ça, au milieu du projet luciférien, il y a eu
cette étape qui était le but de l'expérience, et d'avoir donc des êtres, des vrais êtres. C'est des êtres solaires qui descendent dans ce décor de carton-pâte, dans cette matrice où toutes les particules se ressemblent, ont toutes les mêmes propriétés, les mêmes dimensions, les mêmes spins, puis tout ça, et avoir donc un être qui descende là-dedans et qui un jour puisse fusionner avec ce qui va lui arriver là. Alors nous, ce qui nous est arrivé là, cette mémoire-là qu'on a construite depuis que notre ego individuel existe, ben, ça a été une collectivisation. Fait que ça a été la destruction de l'individualité. Et puis cette aliénation-là, elle a eu lieu grâce aux forces parasitaires sataniques qui étaient peut-être les premiers d'entre nous qui ont raté la première marche. C'est peut-être ça. C'est quelque chose que je mets sur la table. Que les premiers d'entre nous avaient pas... Le corps physique est venu après. Hein, comme le corps physique était... Tout ça, c'était extrêmement long et lent. Et donc, le corps physique était non achevé. Et ces premiers, nos grands frères, ceux-là, les cobayes, si tu veux, ils ont découvert les pouvoirs qui leur avaient été donnés et ils ont maximisé ces pouvoirs-là pour survivre. Et ils ont agi dans notre éther astral parce qu'ils avaient un grand pouvoir de pénétration de tous les éthers à leur niveau. Ils étaient plafonnés, mais en même temps très pourvus de capacité d'impacter les éthers, et donc ils ont impacté notre éther astral, notre petite énergie en circuit fermé individuel, et ils ont, par la peur, fait qu'on reste animaux, qu'on reste en mode tribu, pas tribu, ben oui, tribu justement, troupeau, je veux dire troupeau, c'est ça, donc grégaire, et encore aujourd'hui, les plus ermites sont encore grégaires. On se cherche des appartenances, et c'est très endommageable, c'est très fatal. Parce que on se tue de la même façon qu'on voit les autres se tuer. On fait comme disait la phrase, si le troupeau se jette en bas de la falaise, vas-tu te joindre à ton troupeau? La réponse c'est oui. On a toujours fait ça. On était incapable, on a toujours été incapable de sortir de l'astral, de sortir du parasitage. Tantôt, j'y ai goûté un petit peu, sortir du parasitage satanique, qui nous ramène tout le temps à l'attachement mémoriel. J'ai goûté, j'étais suffisamment dans un silence mental
pour le voir passer de façon évoquée, de façon comme un relent d'odeur. C'est intéressant, finalement, de parler pendant une demi-heure sur quelque chose qui avait l'air tellement sans porte de sortie, sans, comment dire, sans être capable de conduire à aucune créativité. J'étais debout au milieu de la maison. Je suis restée comme ça, stationnaire. Indifférente à tout. À un point jamais vu. Ouais. Bon, mais c'est ça. Je suis très impressionnée et c'est là où je suis très récupérée par l'astral. C'est pas grave. Je vais réécouter cette vidéo-là. J'ai un petit chat très patient qui n'a pas mangé encore. Mon côté maternel. Va-t-il gagner? Il est charmant ce petit chat. Fait que... ouais. That's it, that's all. Tout ça m'a été donné, hein, ça vient pas de moi. Et de un, j'appellerais ça transsubjectif. Voilà. Pour moi, c'est ça, la transsubjectivité. C'est être vraiment dans un face-à-face avec sa subjectivité. Dans ce vide, dans cette désatanisation totale. Oui, j'aurais dû dire désatanisation au lieu de désastralisation. Donc, dans cette désatanisation totale, j'ai pu voir ma subjectivité. J'ai pu voir les points saillants de ma subjectivité. C'est-à-dire mes personnes préférées, mes penchants les plus automatiques. Et c'est ça pour moi de la transsubjectivité. C'est de la subjectivité, mais dans un vide désatanisé. Et c'est donc imprégné de autre chose. Parce que le vide n'existe pas. Alors c'est imprégné, je dirais, de conscience. Si on voit la conscience comme la capacité de voir du moment, la conscience étant une expansion, la capacité de voir s'expandant de moment en moment. Donc on pourrait dire ça, c'était ma conscience du moment, telle qu'elle m'est donnée dans ma programmation, qui a rencontré un moment surprise, un avant-goût de l'avenir, je crois, et qui m'était vraiment donné, là, la surprise, là, on déballe, et donc, dans le fond, moi, qui suis-je là-dedans? Je suis ce point, ce cerceau par où passent les choses, comme les chiens savants passent dans le cerceau. Il y a tout ce... Là, c'est pas des chiens savants, là, c'est assez... c'est, comment dire, c'est toute la phénoménologie qui est disséquée et dont les sections sont passées là, dans mon cerceau pour me faire produire cet audio qui peut-être c'est pas enregistré, je sais pas. On va voir ça. That's it, that's all. Apprendre à ne plus être impressionné, ça
ça doit passer par être impressionné. Ben oui, il faut être impressionné pour apprendre à plus l'être. C'est comme le reste.